Quand j'étais enfant, mon père et son ami m'emmenaient couper du bois dans les profondeurs de la nature du Montana. L'ami de mon père, l'oncle Hernan, conduisait cette vieille camionnette délabrée à travers laquelle on pouvait littéralement voir le sol. Les ailes de roue étaient complètement rouillées. L'échappement était rongé et faisait un bruit infernal. C'était une véritable icône de la vie dans un parc de mobile homes, presque stéréotypé pour l'endroit et l'époque où nous vivions. Mon père et Hernan m'emmenaient non seulement pour mon bénéfice, mais aussi avec l'excuse de « faire de moi un homme ». La vraie raison, c'était qu'ils voulaient des mains jeunes, capables et sobres sur place pour faire la majeure partie du travail pénible. Quand j'étais très jeune, je pense que j'avais 9 ans jusqu'à environ 13 ans, j'étais chargé de porter les bûches. Mon père et Hernan se déplaçaient dans la zone en brisant tout avec leurs tronçonneuses et leurs haches, et moi, je ramassais tout et je le ramenais à la camionnette. Cela leur permettait de continuer à couper du bois et à boire de la bière sans avoir à lever le petit doigt pour charger le véhicule. Quand j'ai grandi, je n'étais plus seulement un porteur résistant de bûches, mais je devais aussi conduire. Dès que je pouvais voir par-dessus le volant, mon père et l'oncle Hernan en profitaient pour vraiment se mettre à boire. C'était dans les années 80, au milieu de nulle part dans le Montana, donc tant que le conducteur n'était pas ivre, les autorités locales ne se souciaient pas vraiment de savoir si vous aviez ou non un permis. Ils savaient qu'une option était meilleure que l'autre, alors j'avais plus de responsabilités à cause de cela. Bien que cela ne me dérangeait pas trop. Conduire la camionnette et manier des tronçonneuses, c'était plutôt génial pour l'adolescent que j'étais. Il y a eu un voyage en particulier où tout semblait mal tourner. Des nuages de tempête sont apparus alors qu'il n'y avait aucune prévision de pluie. Puis, la camionnette a commencé à avoir des problèmes. D'abord, elle se mettait à trembler en ville, puis nous nous sommes rendus compte que la transmission était complètement foutue. On pouvait passer les vitesses normales, mais ralentir était vraiment difficile. La marche arrière était quasiment impossible, elle ne rentrait tout simplement pas. Nous étions donc coincés dans une vieille camionnette délabrée qui ne pouvait avancer qu'à certaines vitesses. On cherchait des ennuis, et ce jour-là, on en a eu beaucoup. Tout se passait comme d'habitude, nous étions tous les trois espacés de 3 mètres, chacun avec une tronçonneuse, coupant tout ce que nous voyions. Je n'étais pas aussi rapide que les adultes, et avec le fait que je devais empiler tout ça, je prenais rapidement du retard. Nous travaillions sur une pente qui s'inclinait doucement vers le haut à ma droite, puis descendait à ma gauche. C'était le genre de terrain que je détestais le plus, sauf une pente raide. Je suppose que c'était parce que la gravité jouait contre moi. Tout ce qui m'échappait roulait vers le bas, et je devais aller le chercher. Mon père et l'oncle Hernan ont disparu plus loin, parmi les buissons et en bas de la colline. Je pouvais encore entendre leurs tronçonneuses rugir à travers toutes sortes d'arbres tombés, donc c'était facile de se localiser. De plus, les tronçonneuses servaient de protection. Elles étaient si bruyantes qu'aucun prédateur ne voudrait s'approcher à moins de 500 mètres de nous, et s'il le faisait, eh bien, nous étions 3 gars avec des tronçonneuses, donc nous n'étions pas vraiment préoccupés par les animaux qui pourraient nous surprendre. Je suis tombé sur un chêne absolument énorme, allongé entre quelques pins encore debout. C'était le genre de tronc qui nécessiterait plus d'un voyage avec la camionnette, alors je me suis simplement mis au travail, transformant les branches extérieures en bonnes bûches avant de poser ma tronçonneuse sur le tronc. C'était un grand arbre, tordu et noueux, alors je savais que mes mains allaient devenir comme de la bouillie en le sciant. Pourtant, j'ai commencé à couper le tronc en tranches. Il y avait quelques nœuds plus loin, mais j'étais en pilotage automatique à ce moment-là, essayant juste de finir avec le moins d'efforts possible pour mes bras. J'ai placé la lame entre 2 nœuds, appuyé sur la gâchette et laissé la sciure remplir l'air autour de moi. Je pouvais sentir un peu de pourriture dans le bois, des espaces vides où la lame passait beaucoup plus vite. Après que la tronçonneuse ait traversé, j'ai levé le pied et j'ai donné un coup de pied à la tranche pour la séparer du reste de l'arbre et pouvoir y jeter un coup d'œil. Ce fut la plus grosse erreur de ma vie, car lorsque je me suis penché pour examiner la pourriture, tout un essaim de chauves-souris est sorti en hurlant du creux. Elles ont commencé à frapper mes jambes, se sont glissées sous ma chemise en flanelle et se sont même emmêlées dans mes cheveux. C'était digne d'un film, et d'un film d'horreur, en plus. Je me suis immédiatement figé, et si les chauves-souris étaient repassées plus vite, j'aurais probablement été bien. Mais j'étais entouré, et alors que je sentais que je me noyais dans des ailes et de la fourrure partout autour de moi, la panique s'est emparée de moi. J'ai commencé à reculer en titubant, la colline descendant. Donc, en reculant, j'ai commencé à tomber. En tombant, ma main a cherché quelque chose à quoi s'accrocher, et la seule chose à portée de main était la poignée de ma tronçonneuse. J'ai appuyé sur la gâchette, mis la chaîne en mouvement, et l'ai ensuite passée sur toute ma jambe droite.
Ce fut la pire douleur de ma vie, véritablement aveuglante, alors que je sentais les dents de la tronçonneuse traverser ma peau, puis la graisse et enfin le muscle. Le sang a jailli comme si j'avais ouvert une bouche d'incendie, sortant littéralement en jet de ma jambe et éclaboussant dans l'air comme un petit système d'irrigation. Le sang sortait de plusieurs endroits, donc différents flux allaient dans différentes directions. J'imaginais mes veines et artères déchiquetées, donc je pensais qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter l'hémorragie. Je me suis écroulé dans les buissons et je suis resté là 1 minute, laissant le choc m'envahir. Les choses allaient mal, mais je ne pouvais pas encore dire à quel point. Est-ce que j'avais cassé quelque chose dans la chute? C'est ce que je ressentais, et ma jambe était un désastre. J'ai vérifié s'il y avait des morsures et si les chauves-souris étaient toujours là, pour m'assurer qu'elles étaient toutes parties. Puis j'ai examiné mes doigts, mes bras. Mon coude était gravement meurtri, mais je ne pouvais pas dire s'il était cassé ou non. C'était tellement mauvais que je ne pouvais pas l'utiliser pour me relever. La tronçonneuse était derrière moi, tournant à plein régime, la chaîne à quelques centimètres de ma hanche. J'ai atteint l'interrupteur pour l'éteindre, puis j'ai utilisé ma jambe valide pour la pousser à une distance de sécurité. J'ai essayé à nouveau de me lever en utilisant mon bras blessé, mais il était complètement inutilisable. Les buissons m'avaient coincé d'une manière telle que c'était presque comme s'ils m'ancraient au sol. Entre ma jambe et mon bras, je n'allais nulle part. La seule option était d'attendre que mon père ou Hernan revienne et me trouve. Cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. J'avais l'impression qu'1 heure s'était écoulée. Je ne pouvais même plus entendre leur tronçonneuse. Je supposais qu'ils étaient en train de boire et attendaient que je les rattrape. J'ai commencé à crier à travers les arbres, appelant à l'aide, disant que j'étais blessé. Aucune réponse. Il était environ 10 heures du matin à ce moment-là. Eh bien, je ne m'inquiétais pas de passer la nuit ni rien de ce genre, mais j'étais conscient de la quantité de sang que je perdais. Le temps passait, je ne pourrais pas te dire combien exactement. Il était midi et j'étais toujours seul, commençant à perdre de la chaleur corporelle et à sentir ma propre plaie. Je commençais à penser à la mort quand j'ai entendu mon père m'appeler et j'ai rapidement répondu en criant, essayant de les guider en haut de la colline jusqu'à l'endroit où je me trouvais. Je pouvais les voir à travers les arbres, peut-être à environ 400 mètres de distance. J'ai continué à crier et à agiter des branches proches pour leur montrer exactement où j'étais. Mon père m'a enfin localisé et a commencé à grimper la colline en titubant. Quand il a vu ce qui s'était passé, son visage est devenu aussi blanc que du papier et il a failli s'effondrer. Il s'est mis à hurler à Hernan de monter pour m'aider à me porter jusqu'à la camionnette. Le vieil homme n'était pas aussi agile que mon père et en plus, il était complètement ivre, donc chaque pas sur la colline était une lutte pour lui. Finalement, cependant, il est arrivé jusqu'à moi et a réalisé à quel point c'était grave. Entre eux deux, ils ont chargé les 3 tronçonneuses, le reste de l'équipement et moi, un adolescent de 14 ans, à travers cette forêt jusqu'à l'endroit où nous avions garé la camionnette. C'est là que nous avons dû prendre des décisions difficiles. En raison de l'emplacement de ma blessure, je ne pouvais pas plier la jambe, donc monter dans la cabine n'était pas une option. J'allais devoir voyager à l'arrière de la camionnette et quelqu'un devait rester avec moi pour éviter que je ne glisse trop. Mon père avait été infirmier dans l'armée quand il était jeune, alors il a décidé de rester avec moi à l'arrière et de soigner ma jambe autant qu'il le pouvait. Cela laissait Hernan responsable du volant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Hernan était ivre. L'oncle Hernan était ivre tout le temps que je l'ai connu, littéralement depuis qu'il se levait jusqu'à ce qu'il se couche, buvant à toute heure. Le laisser conduire sur un chemin de montagne escarpé, à travers la forêt et de retour en ville, était plus dangereux que ça en avait l'air. La seule chose à son avantage, c'était qu'il avait passé les 60 dernières années à vivre dans ces zones rurales du Montana. Il connaissait chaque route, chaque virage dangereux comme sa poche. Pas seulement les routes, mais aussi le terrain et tous les changements qu'il pouvait y avoir. Il pouvait marcher d'un village à l'autre sans jamais s'égarer. Son sens de l'orientation était vraiment incroyable. Mon père m'a installé à l'arrière de la camionnette, près de la petite vitre arrière, juste derrière le siège passager. Il a coupé mon pantalon et fait ce qu'il pouvait pour ma jambe. Il l'a surélevée, l'a enroulée dans un linge propre et a appliqué de la pression. Nous n'avions pas de trousse de premier secours complète, donc ce qu'il a pu faire était assez limité. Pendant ce temps, Hernan faisait de son mieux pour faire démarrer la camionnette, tournant en rond, jusqu'à ce qu'il parvienne à faire demi-tour et à se diriger sur la bonne route vers la maison. Je rappelle que nous n'avions pas de marche arrière, donc il fallait faire attention en se garant. Et nous sommes partis,
naviguant avec ce vieux tas de ferraille à travers toutes sortes de boues, de flaques et de bosses. Cette sortie pour couper du bois avait eu lieu en automne, et dans le Montana, l'automne peut être assez froid. Être à l'arrière de cette camionnette sans manteau m'a fait trembler au bout de quelques minutes. Mon père a fait de son mieux pour m'envelopper, mais avec la blessure, mon corps était épuisé. J'avais besoin d'être à l'intérieur et de recevoir des soins. Chaque bosse me faisait hurler de douleur et faisait ressortir le sang à nouveau en jet dans toute la partie rouillée de la camionnette. Quand le sang a commencé à s'accumuler au point de remplir les rainures du plancher, mon père s'est remis à l'ouvrage, cette fois avec plus de succès. Ce qu'il a fait a stoppé l'hémorragie de manière beaucoup plus efficace. Ça faisait un mal de chien, mais il avait réussi à comprimer ma jambe pour l'instant, tant que je ne bougeais pas trop. Tout semblait aller bien pendant un moment, jusqu'à ce que soudain, la camionnette dévie de la route. Nous étions en train de passer par un fossé, penchés dangereusement, avec des branches qui nous fouettèrent le visage. Les secousses sont devenues des sauts, chaque pierre et chaque bosse nous faisaient littéralement décoller du sol. Hernan a récupéré le contrôle et a continué à descendre la montagne à toute vitesse. C'était un autre problème avec l'oncle Hernan. La camionnette était à lui, mais il la conduisait rarement. Le vieil homme buvait tellement qu'il s'endormait parfois, même au volant. Il y avait probablement une explication médicale à cela, parce qu'il pouvait littéralement s'endormir sans prévenir. Tu pouvais être en train de parler avec lui en plein jour, et d'un coup, il fermait les yeux et se mettait à ronfler, juste là, devant toi, même debout. C'était quelque chose d'hilarant, toujours un spectacle à voir. Cela dit, c'était un vrai danger sur la route. Tous ceux qui étaient amis avec Hernan savaient que conduire avec lui était une folie. Soit c'était toi qui devais conduire, soit tu devais être suffisamment vigilant pour le secouer et le réveiller dès qu'il s'endormait. Cela est devenu notre nouvelle priorité, même plus importante que la coupure fatale sur ma jambe. Si nous accidentions la camionnette, nous mourrions tous, pas seulement moi. Je me suis installé de manière à avoir les deux coudes pendant à l'extérieur de la benne, un peu calé à ma place, mais aussi avec la paume de ma main gauche prête à taper sur la vitre du côté conducteur si jamais il s'endormait de nouveau. Mon père était près de mes jambes, essayant de les maintenir immobiles, mais aussi prêt à bondir sur la vitre dès que l'oncle Hernan fermerait les yeux à nouveau. La situation était extrêmement tendue, au point que la douleur dans ma jambe passait au second plan. Nous avons parcouru quelques kilomètres de plus, ce qui, sur un chemin de montagne en descente, prend beaucoup plus de temps qu'en ville ou dans un village. L'oncle Hernan s'est de nouveau endormi, et cette fois complètement, avec la tête tombant vers l'avant, le menton sur la poitrine, ronflant et tout. Nous l'avons vu immédiatement et avons commencé à taper sur la vitre. Heureusement, cela l'a réveillé aussi rapidement que possible, si bien qu'il ne savait même pas où il était. Il a agité la main comme s'il y avait un véhicule qui arrivait en sens inverse ou quelque chose du genre. J'ai dû rire, certaines choses ne changent tout simplement jamais, peu importe la situation. Après 2 autres épisodes comme celui-ci, nous étions presque au pied de la montagne. Ce n'était qu'un trajet d'environ 16 km, mais quand tu vas de part en part à 24 km/h, ça prend du temps. Il restait un dernier grand virage avant que la route ne s'aplatisse et commence à descendre vers les plaines qui nous ramèneraient en ville. Il y avait quelques petites communautés entre nous et l'hôpital, mais aucune ne pouvait recoudre ma plaie. En arrivant à ce dernier virage, Hernan s'est endormi et ne s'est pas réveillé quand nous avons frappé la vitre. La camionnette a commencé à prendre le virage trop large, gagnant de l'élan. Il était évident que nous allions faire un tonneau, d'une seconde à l'autre. La roue arrière semblait déjà vouloir se soulever du sol et faire basculer toute la camionnette. J'ai regardé avec une incrédulité totale alors que mon père ouvrait la petite vitre coulissante à l'arrière de la cabine, se jetait à travers l'ouverture et prenait le contrôle du volant juste assez pour la redresser. Ses jambes pendaient en l'air au-dessus de moi, comme dans une sorte de séquence de rêve délirante. Quand Hernan s'est réveillé cette fois-ci, il était furieux pour une raison inconnue. « Qu'est-ce que tu fous, Dale ?» a-t-il crié. « Tu t'es encore endormi, vieux crétin. Tu as failli faire retourner la camionnette. Appuie sur les freins et laisse-moi conduire avant que tu ne nous tues tous, » lui a répliqué mon père. Cela l'a apparemment ramené à la réalité. Guidant la camionnette jusqu'à un arrêt juste avant que la route ne devienne droite, mon père a pris le volant, et Hernan s'est glissé sur le siège passager. J'ai fait de mon mieux pour bien me caler, parce que je savais que ce qui nous attendait serait une folle course vers l'hôpital. Et c'est exactement ce que c'était, du moins au début. Un petit village est apparu, avec quelques maisons, une station-service et un bar. Quand mon père a ralenti et commencé à baisser la fenêtre, je me suis penché pour voir ce qui se passait.
Il m'a jeté un regard rapide et sévère. « Comment va ta jambe ?» a-t-il demandé. J'ai regardé ma jambe avant de répondre. « Ça ne saigne plus, mais ça fait un mal de chien, » lui ai-je dit. Il a hoché la tête. « Est-ce que tu veux prendre une bière avant d'aller à l'hôpital ?» Waouh! Si je pensais que conduire et utiliser des tronçonneuses était cool, cela était un nouveau sommet de la coolitude. S'arrêter pour prendre une bière avec ma blessure de guerre? Bien sûr que j'ai dit oui, et mon père a dirigé la camionnette vers un petit endroit appelé Crazy Woman's, ou quelque chose comme ça. Jusqu'à ce jour, c'est l'un des bars les plus petits que j'ai jamais vus. À l'intérieur, c'était sombre, sale, et le barman était couvert de poils de chat. Nous nous sommes assis au comptoir, et Hernan a commandé 3 bières, ce à quoi le barman a accédé, même s'il m'a regardé d'un air curieux en plaçant la bouteille devant moi. Il a immédiatement commencé à poser des questions, disant que je ne semblais pas assez vieux pour boire. C'était clairement un piège d'une manière ou d'une autre. Mon père a rapidement éclairci la situation. Il a fait un signe de tête vers ma jambe, que j'ai rapidement montré à travers mon jean déchiré, tandis que mon père expliquait ma terrible blessure. Le barman a été ébloui, complètement stupéfait que nous ayons pris le temps de nous arrêter pour une bière. Tellement stupéfait qu'il ne nous a pas fait payer la tournée, nous a souhaité bonne chance et a espéré qu'on n'ait pas à m'amputer la jambe. Mon père, Hernan et moi avons remercié le barman. Nous sommes remontés dans la camionnette et avons filé vers le village suivant. Nous avons fini par nous arrêter dans 3 autres bars avant d'arriver à l'hôpital. C'était simplement un trop bon tour pour ne pas en profiter. Personne ne se plaindrait une fois que j'aurais été recousu, mais à ce moment-là, avec ma blessure ouverte, j'avais droit à au moins 3 bières. Je n'avais même pas l'âge légal pour boire, mais ma blessure était toute l'identification dont j'avais besoin. C'était une époque un peu différente. Finalement, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ils m'ont recousu en un clin d'œil. Il s'est avéré que ce n'était qu'une blessure assez superficielle. J'avais traversé beaucoup de graisse et mon père avait fait un excellent travail en soignant la plaie avec ce qu'il avait. Heureusement, je n'ai pas perdu ma jambe. J'ai juste un peu endommagé mon foie, mais je peux dire que j'ai survécu. J'ai vécu dans 2 mondes pendant mes années de jeune délinquant. Je n'ai pas pris la peine de finir le lycée. Je suis passé directement à travailler dans la rue, bien que ce ne soit qu'une demi-vérité. J'étais un fêtard qui ne travaillait comme criminel qu'à temps partiel. Je traînais avec des petits groupes d'amis de longue date et ils étaient tous impliqués dans différents aspects de l'activité criminelle, allant des vols, des extorsions, jusqu'à travailler comme passeur à la frontière ou coyote. Pour ceux qui ne le savent pas, certains de ces types pouvaient aller jusqu'à la frontière et recevoir 5 000 $ pour chaque personne qu'ils parvenaient à faire passer, légalement ou non. Le travail variait toujours, mais payait toujours en liasses de billets. Eh bien, après quelques années dans la vie de la rue, je me suis retrouvé très près de finir réellement à la rue. Il s'avère que nous n'étions pas des criminels particulièrement talentueux. Nous gagnions juste assez pour nous nourrir, nous droguer et faire la fête, mais seuls quelques-uns d'entre nous avaient un endroit où rester. Raphaël avait un appartement dans un quartier dangereux au sud de la ville, et Juan louait une petite maison délabrée non loin de là. Le reste d'entre nous vivions soit chez eux, soit chez d'autres amis, ou encore chez les filles avec qui nous sortions à ce moment-là. À ce stade, la moitié d'entre nous étions en liberté conditionnelle ou fuyant des mandats d'arrêt, alors nous essayions juste de rester sous le radar. En ce qui concerne le travail, la plupart de ce que nous faisions, c'était du trafic de drogue. Nous avions un circuit bien organisé dans notre quartier. Nous avions suffisamment de personnes pour rester approvisionnées et en sécurité. Personne ne vendait quoi que ce soit sans nous donner une part d'une rue à l'autre. C'était ainsi que cela fonctionnait. À ce stade de ma vie, je pensais que j'avais touché le fond. Je ne savais pas que dans seulement 1 an ou 2 après cet incident, la moitié de mes amis seraient morts ou en prison, et moi je vivrais dans la rue, fuyant des gens qui tentaient aussi de me tuer. Cela ne semblait pas rapide au moment où cela s'est produit, mais en y repensant, c'était presque du jour au lendemain. C'est comme la vieille métaphore de la grenouille dans l'eau bouillante. Elle ne saute jamais quand l'eau chauffe lentement. J'étais la grenouille dans la casserole, et je ne pouvais pas me rendre compte que l'eau autour de moi était déjà sur le point de bouillir. Quoi qu'il en soit, je vivais entre 2 appartements avec 2 filles différentes avec qui je sortais. Elles ne savaient pas l'une de l'autre. C'était un petit stratagème personnel que je menais, car je n'avais aucun intérêt pour une relation à long terme avec l'une ou l'autre d'entre elles.
Cela me permettait simplement d'avoir un endroit sûr où dormir, de l'argent dans ma poche et de la nourriture en rentrant à la maison. Sortir avec ces femmes, c'était ma version d'une maison sûre. Jugez-moi si vous voulez, mais cela remplissait son objectif et tout le monde était content. Une nuit, nous étions tous réunis dans l'appartement de Raphaël, comme nous avions l'habitude de le faire. C'était au 3e ou au 4e étage, donc nous avions une belle vue sur le quartier, et cela nous faisait nous sentir comme la royauté du monde souterrain, pour être honnête. L'endroit était un dépotoir. Des murs tachés, des trous dans les cloisons en plâtre, des sols sales, des tapis brûlés, le tout complet. C'était un mélange entre une maison de crack et une fraternité. C'était notre quartier général, l'endroit pour faire la fête et où nous nous retrouvions quand nous ne voulions pas faire tout ça. Une nuit, nous comptions de l'argent et parlions affaires, mais tout était en dessous de ce que nous devions avoir. Notre moyenne hebdomadaire était normalement le double de ce que nous avions sous la main, donc nous savions que quelque chose clochait. C'est alors que, de manière désinvolte, notre ami Mousse a mentionné qu'il avait vu quelqu'un vendre sur notre territoire. Il n'a rien fait à ce sujet, car Mousse était en liberté conditionnelle, donc il s'était juste contenté de suivre le type jusqu'à chez lui et avait observé l'endroit. Cela ressemblait à un appartement assez banal, sans décoration extérieure, sauf une chaise pour fumer. Nous avons tous pris un grand intérêt à cela, et certains d'entre nous sont montés dans la voiture de Raphaël pour aller inspecter les lieux. D'autres ont mis leurs chaussures pour s'y rendre à pied. Le reste d'entre nous est resté à l'appartement, prêt à partir en cas de problème. Mousse est resté en arrière, tout comme moi. Il nous a raconté ce qu'il avait déjà vu en surveillant l'endroit pendant quelques heures la nuit où il l'a découvert. Il a dit qu'il y avait un trafic moyen. Quelques personnes entraient et sortaient chaque heure. Il était assez évident que des ventes se faisaient. D'autres arrivaient et restaient un peu plus longtemps, puis partirent finalement. Parfois, des gens sortirent de nulle part, des personnes qu'il n'avait jamais vues entrer, ce qui lui a fait comprendre qu'il y avait un groupe à l'intérieur, pas seulement des vendeurs. Quelques heures plus tard, nous avons eu notre réponse. Ceux qui étaient à pied sont arrivés les premiers, puis Raphaël est rentré en courant avec la voiture, garée à l'arrière pour ne pas la laisser dans la rue, et il est rapidement monté à l'appartement. Nos compagnons à pied nous avaient déjà donné quelques informations. Ils ont fait une petite surveillance de l'appartement, et quand ils ont été sûrs que des ventes étaient en cours, un petit groupe s'est approché de la porte et a frappé. Ils ont fait semblant de vouloir acheter. Les gens de l'appartement les ont laissés entrer, et à ce moment-là, notre équipe s'est renforcée. Certains ont même sorti des armes. Ils ont déverrouillé la porte derrière eux et ont fait entrer plus de notre groupe qui a pillé l'endroit. Tous se sont enfuis ensuite, mais avant de partir, ils ont laissé un avertissement. Ce territoire était revendiqué et personne ne devait empiéter sur nos affaires. Ils devaient trouver un autre endroit pour faire leurs transactions. Avec ça, tout le monde est retourné chez Raphaël en prenant soin de ne pas être suivi. Ce qu'ils ont rapporté avait une valeur de rue de 25 000 $. Je parle de kilos et kilos de marijuana, d'onces de cocaïne et de tas de toutes sortes de pilules. C'était le coup de chance que nous attendions, et c'était entre gangs, donc ce n'était pas quelque chose que nos agents de probation allaient entendre. Voler un dealer n'est pas comme cambrioler un entrepôt ou un petit supermarché. Les représailles se règlent entre les gens et selon leurs propres lois. Eh bien, au cours des 8 mois suivants, notre groupe s'est complètement désintégré. Beaucoup d'entre nous ont été attrapés lors d'une descente chez Juan. D'autres ont été arrêtés au coin des rues et dans des ruelles en train de faire des affaires. Ceux qui n'ont pas été arrêtés par la loi ont été tabassés, ou pire encore, tout cela aux mains de ce que nous supposions être l'autre gang que nous avions volé. Il se disait que le type que nous avions volé n'était pas juste un petit groupe de rue comme le nôtre, mais une branche d'un véritable gang de la vallée. Ils étaient en train de tester les eaux à Tucson, car ils avaient des affiliations avec des associés du cartel. Cela signifiait que ces gars n'étaient pas à prendre à la légère, mais nous n'avions aucun moyen de le savoir. Nous avons été trop rapides à tirer, et après la nuit où Raphaël et les gars les ont volés, nous avons scellé notre destin. Ils ont passé un coup de fil, et les chefs du cartel nous avaient déjà dans le collimateur. Tout est devenu dangereux très vite. Nous avons réalisé qu'il n'y avait aucun endroit sûr. Même l'une des filles avec qui je sortais s'est rendue compte que les choses devenaient tendues, et m'a mis à la porte. Je ne pouvais pas lui en vouloir, mais bon sang, ça m'a mis en colère. Les gens se faisaient enfermer ou tuer, et toi, tu me fermes la porte au nez. Sans pitié, mais je comprends. À la fin de ces 8 mois, il ne restait plus beaucoup d'entre nous. Nous sommes passés d'une vingtaine à seulement 5 ou 6. C'était difficile à dire,
car d'autres disparaissaient chaque jour, quittant la ville ou au moins le quartier avant que les choses ne s'aggravent. Cela ressemblait à la saison de chasse et nous étions la seule proie. Nous ne pouvions plus vendre de drogue. Personne ne voulait faire affaire avec nous de quelque manière que ce soit. Nous pouvions obtenir de petites choses ici et là, mais pour les grosses transactions, oublie ça. Il n'y avait aucun moyen d'avancer. Il n'y avait certainement pas de travail pour nous. C'était comme si nous étions recherchés, alors embaucher l'un d'entre nous revenait à se mettre une cible dans le dos. Nous restions simplement cachés. De temps en temps, nous nous retrouvions dans l'appartement de Raphaël, buvions et discussions. Nous échangions des informations sur ce que nous avions entendu, ce qui se passait dans le quartier, et tenions une sorte de conseil général. C'était un véritable miracle que cet endroit n'ait jamais été perquisitionné. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à le garder secret tout le temps. Il y avait une petite victoire là-dedans, même si nous avons tout perdu d'autre. Les gars restants étaient désespérés. La plupart d'entre nous avions des emplois, même pendant notre période criminelle, même si c'était quelque chose d'aussi simple que de tenir la caisse dans une station-service. Maintenant, c'était tout ce qu'il nous restait. Et malgré cela, aucun de nous ne voulait travailler quelque part dans le coin, de peur d'être reconnu. Nous avions besoin de plus pour satisfaire nos habitudes, sans parler de payer les factures. Certains des gars parlèrent de recommencer à vendre de la drogue, peut-être dans une autre partie de la ville, mais d'autres parlèrent d'actions plus radicales. Cambriolage, vol, attaque de distributeurs automatiques, pillage d'une maison de drogue, comme quand nous avons commencé cette spirale descendante, n'importe quoi pour obtenir un peu d'argent et avancer un peu. Mais cela était hors des règles, et nous le savions. L'accord était de garder un profil bas encore un peu de temps et ensuite de commencer à réapparaître individuellement. Il serait plus facile de s'intégrer quelque part si tu n'étais pas avec le gang et si tu ne travaillais pas avec l'équipe précédente. Se débarrasser de la réputation nous aiderait à long terme. Je ne sais pas si cela s'est jamais concrétisé. Exactement une semaine plus tard, je devais aller chez Raphaël pour traîner. J'étais avec la fille avec qui je sortais toujours. Elle et moi étions devenus plus sérieux parce que l'autre fille m'avait quitté. Nous passions plus de temps ensemble, nous étions devenus plus proches. Bientôt, je passais beaucoup plus de temps avec elle que je ne l'avais jamais fait auparavant. C'était agréable d'avoir plus qu'une simple relation physique, de pouvoir passer du temps ensemble, partager des repas, regarder des films, tout ça. C'était parfait pour garder un profil bas. Je pouvais rester à la maison tous les jours et en profiter. Eh bien, cette nuit-là, j'ai pris un peu de retard pour aller chez Raphaël, mais seulement d'une quinzaine de minutes. Je marchais vers là-bas, et alors que je sortais de la maison et me dirigeais vers chez Raphaël, j'ai commencé à entendre des sirènes ici et là. Je ne sais pas pourquoi, mais elles m'ont donné une sensation étrange. Elles se dirigeaient toutes vers la direction de l'appartement de Raphaël. J'ai continué à marcher dans cette direction, convaincu que ce n'était qu'une coïncidence, mais quand je suis arrivé, son immeuble était complètement bouclé. Le quartier était infesté de policiers, de détectives, d'équipes tactiques lourdement armées et même de chiens patrouillèrent sur le trottoir. C'était comme une mini-zone de guerre. J'ai appelé Raphaël depuis mon portable, mais il n'a pas répondu. Maintenant, je devais voir par moi-même ce qui se passait. Je me suis dirigé vers l'arrière du bâtiment, où il y avait une simple porte en métal qui donnait accès à l'intérieur de l'immeuble. Elle était à moitié bloquée par quelques buissons à l'extérieur. Un génie avait aussi peint « employé seulement » au pochoir des deux côtés de la porte, ce qui lui donnait un air semi-officiel. Personne ne l'utilisait vraiment. En fait, il y a eu une fois où la police perquisitionnait le bâtiment et nous avons réussi à faire sortir quelques amis par cette porte. C'était un petit secret connu des locataires de longue date. Je suis entré, mais je n'avais pas atteint les escaliers avant que des policiers ne m'arrêtent. Ils n'ont pas sorti leurs armes ni rien, mais ils étaient sérieux, très sérieux, quant à la manière dont j'étais entré. Je leur ai parlé de la porte et leur ai révélé le secret de sortie que nous utilisions depuis toujours. Je leur ai expliqué que j'étais là pour rendre visite à mon ami et qu'il ne répondait pas à son téléphone. Je leur ai dit que j'étais en retard et que j'avais un mauvais pressentiment sur ce qui se passait. Ils m'ont demandé dans quelle unité vivait Raphaël et je leur ai donné le numéro. Ils ont tous les deux secoué la tête et ont dit « Désolé, nous sommes ici pour lui ». J'étais dévasté, mais pas surpris. Comme je l'ai dit, depuis le moment où j'ai entendu ces sirènes, j'avais un mauvais pressentiment. Maintenant, j'avais la confirmation. Les deux policiers ont dit quelque chose d'étrange, puis ont ajouté « Écoute, puisque tu connais le gars, pourquoi ne pas nous faire une déclaration pour que nous ayons un point de départ ? Cela aiderait vraiment l'enquête,
peut-être pour obtenir justice pour ton ami. J'ai dit oui, et ils m'ont conduit jusqu'à l'appartement. Ils ne m'ont pas laissé entrer, mais ils m'ont dit ce qu'ils pensèrent s'être passé. Quelqu'un était entré dans l'immeuble, était monté directement à son appartement, avait frappé une fois, fort et décidé, et avait attendu que Raphaël ouvre la porte. Au moment où il l'a fait, ils ont déchargé un fusil à pompe de calibre 12 3 fois en succession rapide, ce qui a effectivement coupé mon ami en deux au niveau de la taille. J'étais sous le choc. C'était la pire chose que j'avais jamais entendue de toute ma vie. Et comme tu peux l'imaginer, je n'étais pas très protégé des choses horribles. Je leur ai donné la version la plus propre d'un rapport que j'ai pu, sans mentionner les vols ni le trafic de drogue. Je leur ai parlé d'un gang local ayant une affiliation avec le cartel. Ils déplaçaient de la drogue en gros, étaient armés et impliqués dans beaucoup de violences en ville au cours de l'année écoulée. Je leur ai même dit où se trouvait l'appartement d'origine. Les détectives ont tout noté, mais au moment où j'ai mentionné le cartel, ils semblaient déjà moins intéressés à poursuivre l'affaire. Cette nuit-là, j'ai quitté cette ville. Et quand je dis cette nuit-là, je veux dire immédiatement. Avec les vêtements que j'avais sur le dos, j'ai raconté à ma copine ce qui s'était passé. Elle est venue me chercher et je lui ai demandé de me déposer à la gare routière. J'allais prendre le premier bus pour quitter Tucson. Elle m'a demandé où j'allais et je lui ai dit n'importe où, tant que c'était loin de la frontière. J'ai dû me cacher au moins quelques semaines, mais en réalité, j'ai disparu pendant quelques années. Je me suis retrouvé dans les rues de Flagstaff pendant un court moment avant que le froid ne me fasse quitter cet endroit. Phoenix a été ma prochaine destination. J'ai vécu dans les rues pendant près de 10 mois. Je me suis même dénoncé pour quelques délits mineurs, juste pour être en liberté surveillée, avoir une routine et un contrôle régulier. Dans ma tête, on me traquait encore, donc être dans le radar me semblait une bonne chose. Cela me donnait aussi une certaine tranquillité d'esprit, au cas où quelque chose m'arriverait plus tard. Je suis resté dedans et dehors pendant 18 mois, et j'ai trouvé une chambre à louer pendant ce temps. Raphaël avait beaucoup de responsabilités en suspens. Il était l'un des rares du groupe à avoir vraiment un toit sur la tête, donc il avait un loyer à payer, un prêt auto, des assurances, des factures. Le type avait de vraies charges. Ce n'était pas que des fêtes pour lui. Alors quand tout s'est tari, c'est lui qui en a le plus souffert et qui est devenu le plus désespéré. Il a volé quelques-uns de ces types des coins de rue, pillé une maison de drogue, et finalement quelqu'un l'a suivi jusqu'à chez lui. Je ne peux qu'assumer qu'il faisait partie de ce groupe original que nous avions volé au départ. Voici la partie la plus terrifiante, du moins pour moi, et ce n'est pas juste de la spéculation de ma part, mais exactement ce que les détectives m'ont dit la nuit où Raphaël a été tué. Ils ont dit que si j'étais arrivé à l'heure, je serais littéralement entré quelques minutes avant que le tueur n'arrive à l'immeuble. Quand ils ont frappé à la porte, ils nous auraient abattus tous les deux à bout portant, sans aucun doute. Ils ont dit que j'avais eu une chance incroyable d'être arrivé en retard ce soir-là. Cela m'a littéralement sauvé la vie. C'est pour ça que j'étais si désespéré de quitter la ville cette nuit-là. Je savais que ma chance ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Quand tu survis à quelque chose comme ça, tu ne continues pas à vivre de la même manière. Tu fais un inventaire sérieux de ce que tu as, de ce que tu veux et de ce que tu valorises, et ensuite tu établis tes priorités à partir de là. Repose en paix, Raphaël, et tous les autres qui ne sont plus là de cette époque. Pendant les jours du Covid, toute ma vie s'est effondrée. L'argent a cessé d'entrer, nous ne pouvions pas sortir de la maison, et ma femme et moi étions déjà distants. Son fils et moi n'avions jamais été proches. Jennifer et moi nous sommes mariés tard dans la vie, lorsque Lucas était déjà né et pratiquement adulte. Je l'ai rencontré comme un jeune homme en colère, presque violent, qui avait été harcelé pendant son temps à l'école et était un vandale en public. Je ne pense pas l'avoir jamais vu sourire, je le jure devant Dieu, ce garçon n'était jamais heureux ni de bonne humeur. C'était comme l'enfant d'un dessin animé qui a toujours un nuage d'orage au-dessus de la tête. Quand j'ai arrêté de travailler, nous sommes tous restés coincés à la maison et les choses ont dérapé. Nous ne pouvions plus nous parler, ni même nous regarder dans les yeux. Après seulement 6 ou 7 mois, tout le monde buvait, tout le monde fumait, et l'atmosphère est devenue très instable. Je savais que les choses n'allèrent pas durer, alors j'ai commencé à emballer mes affaires en secret, planifiant ma fuite. Je suis plombier de métier et je n'ai aucun problème à trouver du travail. Alors lorsque les choses ont commencé à rouvrir, j'ai économisé mes sous en silence. À la fin de la première année de la pandémie, j'avais un petit pécule d'argent et j'avais entièrement réhabilité notre vieille caravane, une de ces anciennes camionnettes avec une caravane à l'arrière, mais entièrement équipée.
C'était censé être ma calèche vers la liberté. Les choses étaient devenues plus folles qu'un rat d'égout chez nous. Je me disputais avec Jennifer tous les jours, des cris, des bousculades, toutes ces bêtises qui finissent par vous envoyer en prison. Je ne voulais rien savoir de tout ça. Je ne voulais me battre avec personne. Lucas était encore plus fou, passant chaque moment de la journée sur Internet. Il était passé de brute de lycée à un théoricien du complot stéréotypé. Tout était un complot du gouvernement, les chemtrails, un acte de terrorisme chinois. Il vivait dans un monde de fantaisie et, à cause de cela, il était devenu encore plus violent et imprévisible dans notre maison. Plus d'une fois, nos interactions sont devenues physiques. Une fois, alors que nous étions dans la cuisine à nous disputer, j'ai simplement tourné le dos et continué mes affaires. J'en avais fini avec la conversation parce qu'elle ne menait nulle part. J'ai ouvert le réfrigérateur pour prendre quelque chose à manger et ce garçon, mon propre beau-fils, est venu derrière moi, m'a attrapé avec ses deux bras, m'a coupé le souffle et m'a traîné près du comptoir. Il m'a jeté sur le côté, a claqué la porte du réfrigérateur et a sorti un couteau du bloc. Puis, il m'a menacé avec le couteau, disant que nous ne mangions pas sous le même toit et a lâché tout ce délire d'alpha élitiste qu'il puisait sur le web. C'était terrifiant qu'il me soulève ainsi. Je suis évidemment plus vieux, mais aussi beaucoup plus petit que Lucas. Il aurait pu me tuer s'il l'avait voulu, avec ou sans couteau. Je me suis simplement laissé aller, comme si j'étais déjà mort, ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pu sentir quelque chose de plus que ça. J'ai pu sentir à quel point il était en colère. Je ne sais pas comment, mais je pouvais ressentir son animosité, et à quel point il voulait me faire du mal à ce moment-là. C'était vraiment étrange, et je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça depuis. Une autre fois, j'étais en train de rentrer les courses, et Jennifer me réprimandait parce que je n'avais pas acheté assez ou que je n'avais pas ramené le bon produit, une autre de ces petites contrariétés mineures. Je lui ai répondu et je me suis défendu, et c'est alors que Lucas est apparu, dévalant les escaliers depuis sa chambre à l'étage. Il a immédiatement cogné son front contre le mien, juste au moment où je me retournais depuis le coffre de la voiture, les bras chargés de sacs de courses, donc je n'ai pas pu me défendre. Il m'a frappé si fort que mes dents ont grincé et mon cerveau a été secoué. Ensuite, il m'a poussé avec une telle force que je suis tombé en arrière dans le coffre. À ce moment-là, j'ai paniqué, car je suis très claustrophobe. Je savais que Lucas était assez fou pour fermer le coffre et m'y enfermer. J'ai lâché les sacs de courses et je me suis levé juste à temps, car j'ai vu que l'idée lui avait traversé l'esprit. Je me suis rendu compte qu'il y avait pensé aussi. Je lui ai dit que j'allais appeler la police, et c'est à ce moment-là que lui et Jennifer se sont calmés et sont retournés dans la maison. Je suis entré avec les sacs, mais je me suis assuré de les éviter tous les deux le reste de la journée. Après cet incident, faire mes bagages et partir est devenu ma priorité absolue, même avant d'obtenir le divorce. J'ai finalement dit à Jennifer ce qui se passait et que je voulais partir et aussi divorcer, mais elle n'était pas d'accord. Elle a immédiatement commencé à me réprimander, disant qu'elle ne signerait jamais rien et qu'elle ne ferait jamais rien pour m'épargner des problèmes. Elle ne lèverait pas le petit doigt si cela signifiait me faciliter la vie. Eh bien, soit, tout valait mieux que de rester là. J'ai pris mes dernières affaires et je suis parti avec la caravane. Je n'avais vraiment pas de plan pour cette nuit-là, mais j'en avais un pour mon avenir. J'ai erré en ville pendant quelques jours, je me suis adapté à la vie en caravane et j'ai appris les ficelles de la vie sur la route. Ce n'était pas si mal. J'aimais l'idée de pouvoir déménager à tout moment. Après 10 jours, je me suis approvisionné et j'ai traversé la frontière pour le Mexique. J'ai passé ma première nuit sur une plage, je ne sais même pas comment elle s'appelait. J'ai bu de la bière qui ne m'a pratiquement rien coûté et j'ai vu plus d'étoiles que je n'en avais jamais vues de toute ma vie. La vie est devenue un peu étrange pendant les premiers mois, mais la liberté avait un goût incroyablement bon. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis plombier, donc il y avait du travail partout. Beaucoup de gens avaient besoin de petits travaux d'entretien et on me payait de toutes sortes de façons utiles. J'ai appris à connaître les gens de la communauté et j'ai même appris un peu d'espagnol. Ayant vécu en Californie si longtemps, beaucoup de choses me semblaient naturelles. Je suis resté en contact avec quelques amis chez moi et tout ce que j'entendais était ce à quoi je m'attendais. Jennifer ne m'a pas accordé le divorce et est retournée avec son ex-mari, le père biologique de Lucas. La situation dans la maison était la même, des cris, des trous dans les murs et la police à la porte chaque nuit. Quelques mois après mon départ, j'étais plus que content de ma décision. Je vivais le rêve de mon enfance, un road trip à temps plein, tandis que les personnes que j'avais laissées derrière continuaient à souffrir. Ce n'est pas que je le souhaitais,
Mais l'enfer qu'ils m'avaient fait vivre était suffisant pour me faire penser qu'ils le méritaient bien. J'ai reçu un appel il y a seulement quelques semaines, 1 mois tout au plus, et je n'en croyais pas mes oreilles. Je suis allé sur Internet et j'ai cherché l'histoire. Les gros titres étaient partout, avec des photos de personnes que je connaissais. J'avais esquivé une balle, littéralement, mais au prix de la vie d'autres personnes. Lucas avait finalement craqué. Il avait assez bu, assez fumé, et passé assez de temps sur Internet à lire ses théories du complot. Un jour, quelque chose l'a fait basculer. Il est monté dans sa chambre, a pris une arme et a abattu ses 2 parents juste là, dans la maison. Puis il a laissé l'arme sur leurs corps ensanglantés et a poursuivi sa journée normalement. Lorsque les autorités ont découvert les corps et contacté Lucas, il leur a dit que cela devait être un meurtre-suicide. Ses parents se disputaient depuis longtemps. C'était une véritable tragédie. La police n'a pas cru un seul instant. La scène du crime était douloureusement évidente. La mise en scène était horrifique. Ces personnes avaient été abattues par un tiers. L'arme avait été laissée de manière négligée, sans aucune tentative de masquer les preuves balistiques. Lucas a été arrêté et fait actuellement face à des accusations de double homicide. Jennifer et son mari sont morts, donc j'ai obtenu mon divorce de la manière la plus horrible possible. Si j'étais resté plus longtemps, mon cadavre aurait probablement été retrouvé juste à côté de celui de Jennifer, avec un trou de balle encore sanglant. Cela a fait la une des journaux nationaux cette année. Peut-être que tu trouveras l'histoire, mais leurs noms ne seront pas Lucas et Jennifer. Je continue de faire des allers-retours entre le Mexique et les États-Unis, mais tout est différent maintenant. C'est difficile de me sentir bien à propos de beaucoup de souvenirs. Tout cela me brise le cœur. Ce que j'ai survécu est une tragédie, peu importe à qui cela est arrivé. Ce garçon était une bombe à retardement, et j'ai simplement réussi à m'écarter du chemin juste à temps. Je n'ai jamais été du genre à avoir facilement peur. J'ai toujours été rationnel, pragmatique, quelqu'un qui cherche des explications logiques à tout ce qui arrive. Mais ce qui m'est arrivé cette nuit-là a tout changé. Maintenant, je sais qu'il y a des choses qui n'ont pas d'explication, des moments où l'on se retrouve face à face avec la mort, et qui vous marquent pour toujours. Tout a commencé comme des vacances normales. Non, ce n'était pas juste des vacances, c'était une échappée. Je planifiais ce voyage depuis des mois. Je voulais m'éloigner de tout, du travail, du bruit, de la routine qui me consumait lentement. Je savais que j'avais besoin de plus que quelques jours de repos, j'avais besoin d'un véritable souffle, d'un changement d'air. C'est pour cela que j'ai décidé de le faire seul. Pas d'amis, pas de famille, juste moi et la route, parcourant ces paysages interminables des États-Unis. La première semaine a été parfaite. Je me réveillais tôt, je prenais un café dans un restaurant sur la route, puis je conduisais pendant des heures. Le paysage était si vaste que je me sentais petit, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je laissais la route me guider, et le vent emportait toutes mes inquiétudes. Mais comme on dit, le calme précède la tempête. La deuxième semaine, tout a changé. J'étais sur une route secondaire, loin des routes principales. Il n'y avait pas beaucoup de circulation, juste quelques voitures de temps en temps. J'aimais cette sensation de solitude, c'était libérateur. Le ciel commençait à s'obscurcir, et une tempête menaçait d'éclater à tout moment. Au loin, je voyais des éclairs illuminer l'horizon, mais cela ne m'inquiétait pas. J'avais déjà conduit sous la tempête. Ce que je ne savais pas, c'est que ce qui approchait était bien pire que n'importe quelle tempête. Au début, ce n'était qu'un léger malaise. J'ai vu 2 camionnettes noires dans le rétroviseur, rien d'inhabituel, du moins c'est ce que je pensais. La première fois que je les ai vues, elles étaient assez loin. Je ne leur ai pas prêté beaucoup d'attention, jusqu'à ce que je réalise qu'elles accéléraient. Elles se rapprochaient, mais ne dépassèrent pas. Elles restaient derrière moi, à une distance inconfortablement proche, comme si elles attendaient quelque chose. Je n'y ai pas trop pensé. Peut-être que ce n'étaient que des conducteurs impatients ou des gens du coin. Cependant, plus le temps passait, plus je devenais nerveux. J'ai décidé de changer de voie, de ralentir un peu, espérant qu'elles me dépasseraient, mais elles ne l'ont pas fait. J'ai accéléré. Elles aussi. Si je ralentissais, elles restaient juste derrière moi. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. Ce n'était plus une coïncidence. Quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de rester calme, mais mon pouls accélérait.
Je regardais encore et encore le rétroviseur, espérant qu'à un moment donné, elles dévieraient ou disparaîtraient. Mais elles ne le faisaient pas. Chaque fois que je regardais, elles étaient plus près. Si près que je pouvais voir les silhouettes des conducteurs, bien que leurs visages soient cachés par l'obscurité. Mon esprit commençait à s'emballer aussi vite que le moteur de ma camionnette. Pourquoi me suivait-il ? Je n'avais rien fait. Je ne connaissais personne dans cette région du pays, je n'étais même pas sûr de l'endroit où je me trouvais exactement. Mon téléphone n'avait plus de signal depuis des heures et la batterie était dangereusement basse. C'était l'une de ces routes secondaires où les stations-service sont rares et les signes de vie encore plus. J'étais complètement seul. C'est alors que la panique a commencé à m'envahir. Je serrais le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. J'ai de nouveau accéléré, cette fois plus fort, sentant le rugissement du moteur sous mes pieds. Le compteur de vitesse montait rapidement, 90, 95, 100. Ma camionnette tremblait alors que la route commençait à se courber et à serpenter. Je pouvais sentir chaque pierre sur le pavé frapper les pneus, mais peu m'importait. Tout ce que je voulais, c'était les semer. Mais je n'y arrivais pas. Eux aussi accéléraient, se collant de plus en plus près. Maintenant, je pouvais entendre le rugissement de leur moteur derrière moi, si fort que je le sentais résonner dans mes oreilles, comme s'ils étaient juste à côté. Il n'y avait aucun moyen de m'échapper. Mes mains étaient émoites, mes muscles tendus, et mon esprit cherchait désespérément une issue. C'est alors que j'ai pris une décision stupide. J'ai vu un embranchement à droite, une petite route de terre qui s'enfonçait dans la forêt. Ce n'était pas un chemin idéal pour une camionnette à grande vitesse, mais je n'avais pas d'autre option. J'ai tourné le volant brusquement, sentant les pneus déraper sur l'asphalte avant de sauter sur la terre meuble. La camionnette s'est secouée violemment alors qu'elle avançait sur le terrain accidenté, mais les camionnettes ne me suivaient pas. Ou du moins, c'est ce que je pensais. J'ai regardé dans le rétroviseur et pendant quelques secondes, je n'ai rien vu. Juste de l'obscurité et la poussière soulevée par ma camionnette. J'ai commencé à ressentir une petite sensation de soulagement, un espoir que peut-être je les avais enfin semés. Mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. Le bruit est revenu, d'abord faible, puis plus fort. Les moteurs des camionnettes se rapprochant encore une fois. Mon cœur a fait un bond. Ils étaient là. Ils ne m'avaient pas perdu. Ils avaient trouvé un moyen de me suivre, même si je ne pouvais pas les voir clairement à travers le nuage de poussière, je savais qu'ils étaient derrière. La route de terre devenait plus étroite et sinueuse. Les arbres commençaient à se refermer sur moi, rendant la visibilité presque nulle. Les phares de ma camionnette peinaient à percer l'épaisseur et tout l'environnement semblait devenir plus sombre. La tempête qui menaçait depuis des heures a finalement éclaté. La pluie a commencé à tomber avec force, frappant le pare-brise et transformant le sol en une boue traîtresse. Ma camionnette patinait dans la boue. Je ne pouvais plus contrôler le volant. J'essayais de maintenir le contrôle, mais la vitesse à laquelle j'allais et le terrain glissant étaient une combinaison mortelle. Je savais que j'étais en danger, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas avec ces camionnettes derrière moi. Soudain, un virage serré est apparu devant moi. J'ai tourné le volant de toutes mes forces, mais il était trop tard. Le véhicule a dérapé sur le côté, les roues avant ont perdu de l'adhérence et, avant que je puisse faire quoi que ce soit, la camionnette a basculé. J'ai senti la camionnette voler dans les airs, le temps semblait ralentir. Tout se passait au ralenti. Le bruit du métal frappant le sol et le verre se brisant inondait mes oreilles. La ceinture de sécurité me maintenait dans le siège, mais chaque secousse était un coup plus fort que le précédent. Ma tête rebondissait contre l'appui-tête et j'ai senti le sang commencer à couler sur mon front. Je ne sais pas combien de fois la camionnette a fait des tonneaux. J'ai perdu le compte après la 3e ou la 4e fois. Je me souviens seulement de la sensation de chute, comme si le monde entier s'était renversé avec moi, comme s'il n'y avait plus ni haut ni bas, juste le chaos. Mon corps flottait au milieu de la violence de l'accident. Chaque tour, chaque choc semblait durer une éternité. Et puis, soudainement, tout s'est arrêté. Silence. J'ai ouvert les yeux lentement, mais je n'ai rien vu. Juste de l'obscurité. La douleur traversait tout mon corps, mais c'était une douleur distante, comme si elle n'était pas tout à fait réelle. Ma vision était floue, mais je pouvais voir les ombres des arbres à travers les vitres brisées de la camionnette. L'air sentait la terre mouillée et l'essence. J'ai essayé de bouger, mais mes jambes ne répondèrent pas. J'étais coincé. La ceinture de sécurité me retenait si fort que j'avais à peine assez d'air pour respirer. J'ai senti quelque chose couler sur mon visage.
J'ai levé une main tremblante et j'ai touché mon front. Du sang. La réalité de la situation a commencé à me frapper. J'étais au milieu de nulle part, sur une route perdue, renversé dans un fossé avec une tempête qui faisait rage autour de moi. Personne ne savait où j'étais. Et puis, je me suis souvenu des camionnettes. La peur m'a frappé comme une gifle. Étaient-elles encore là? M'avaient-elles trouvé? J'ai essayé de regarder autour de moi, mais tout était noir. Il n'y avait ni lumière, ni bruit de moteur, juste le martèlement constant de la pluie sur le toit écrasé de ma camionnette. Ma respiration s'accélérait et la panique prenait le dessus. Allait-il venir me chercher? Que voulait-il? Le bruit de la pluie s'intensifiait, chaque goutte semblait être un coup sur ma tête, un rappel de ma vulnérabilité. Je savais que je devais sortir de là, mais je ne pouvais pas bouger. La douleur dans ma poitrine était insupportable, chaque respiration était un effort. J'ai essayé de détacher la ceinture de sécurité, mais mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine les coordonner. Je me sentais faible, comme si mon corps m'abandonnait. L'obscurité devenait de plus en plus dense autour de moi, et chaque seconde qui passait me faisait sentir que l'air devenait plus lourd. Et puis, je l'ai entendu. C'était un bruit doux, presque imperceptible au milieu de la tempête. Mais il était là. Un moteur. Mon cœur a fait un bond. Les camionnettes. Je ne pouvais rien voir, mais je le savais. Elles étaient là, m'attendant, me traquant. Le son du moteur devenait plus fort, se rapprochant. La panique m'a paralysé. Je ne pouvais rien faire. J'étais coincé. Je savais que s'il me trouvait, je ne sortirais pas vivant de cette nuit. J'ai fermé les yeux, attendant le pire. Les minutes s'étiraient en éternité. Le bruit du moteur se rapprochait puis s'éloignait, comme s'il tournait autour de moi, cherchant. Chaque fois qu'il s'éloignait, je ressentais une petite étincelle d'espoir. Mais il revenait, et la peur revenait avec encore plus de force. Je ne savais pas quoi faire, je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais qu'attendre, prier. J'ai prié comme jamais je ne l'avais fait auparavant. Je n'étais pas particulièrement religieux, mais à cet instant, entre la douleur et la peur, je n'avais pas d'autre choix. J'ai demandé à Dieu de me protéger, de me sauver de ce qui se passait. Mes pensées étaient chaotiques, un mélange de peur et de supplication. Je sentais que j'étais sur le point de m'évanouir, mon corps ne pouvait plus tenir. Et puis, soudainement, le moteur s'est éteint. Silence. Je ne pouvais rien voir, mais je savais qu'ils étaient proches. Je pouvais sentir leur présence, la sensation que quelque chose ou quelqu'un m'observait depuis l'obscurité. Ma respiration est devenue plus superficielle, presque comme si j'essayais de devenir invisible, comme si rester immobile pouvait me protéger de ce qui allait se passer. Les minutes passaient, et la peur était une constante, comme une pression sur ma poitrine qui m'empêchait de respirer. Je ne pouvais rien faire d'autre qu'attendre. Je ne savais pas combien de temps je suis resté là, immobile, coincé dans ma camionnette, à attendre que la mort vienne me chercher. Et puis, quelque chose a changé. J'ai ressenti un étrange calme s'emparer de moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, je savais que tout allait bientôt se terminer. Je n'étais pas résigné, mais cette sensation de terreur s'était dissipée. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé mon esprit se brouiller. Je ne sais pas si c'était l'épuisement, la douleur ou simplement le désespoir, mais mon corps ne pouvait plus tenir. Tout est devenu sombre. J'ai ouvert les yeux. La douleur était toujours là, mais maintenant c'était une douleur différente, plus distante. La première chose que j'ai vue, c'était une lumière brillante, blanche, presque aveuglante. Je ne comprenais pas où j'étais. J'ai essayé de bouger, mais je n'ai pas pu. Puis, j'ai entendu des voix humaines. J'étais dans une pièce, entourée de machines et de sons qui me semblaient lointains. C'était un hôpital. Mais comment étais-je arrivé là? Le dernier souvenir que j'avais, c'était l'accident, les camionnettes, la peur. Et maintenant j'étais ici, dans un lit, bandé de la tête aux pieds, incapable de bouger. Mon corps tout entier me faisait mal, mais ce n'était pas seulement la douleur physique. C'était une sensation étrange, comme si je m'étais perdu quelque part entre la vie et la mort. Une infirmière est entrée dans la chambre. Elle m'a vu réveiller et s'est approchée rapidement. Son visage était rempli de surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'ouvre les yeux si tôt. Elle m'a dit quelque chose, mais mon esprit était trop embrouillé pour tout comprendre. J'étais hébété, désorienté. Je n'ai compris qu'une phrase qui m'a glacé le sang. « Vous avez été mort pendant plusieurs heures. »
Lorsque ces mots sont sortis de la bouche de l'infirmière, c'était comme si l'air s'était échappé de la pièce. Mon esprit s'est figé. Mort? Moi? Je ne pouvais pas le comprendre. C'était comme si elle parlait de quelqu'un d'autre, comme si tout ce qui s'était passé n'était qu'un mauvais rêve dont j'allais bientôt me réveiller. Mais ce n'était pas un rêve, c'était réel, aussi réel que la douleur lancinante dans chaque recoin de mon corps. J'ai essayé de parler, mais ma voix ne sortait pas. J'avais la gorge sèche, et je sentais une boule dans ma poitrine qui m'empêchait de former des mots. L'infirmière me regardait avec une expression mêlant compassion et professionnalisme, comme si elle avait déjà vu ce genre de réaction auparavant. Mais moi, je ne pouvais pas accepter ce qu'elle me disait. Mort? Pendant plusieurs heures? Cela n'avait aucun sens. Mon dernier souvenir, c'était l'accident, la camionnette renversée, la peur dévorante qui m'envahissait. Et ces maudites camionnettes. J'ai essayé de bouger, mais la douleur était insoutenable. C'était comme si mon corps était coincé sous le poids de tonnes de béton. J'étais bandé de partout, et chaque petit mouvement me donnait envie de crier. L'infirmière, voyant mon inconfort, m'a injecté quelque chose dans le bras, et petit à petit, une sensation de calme et d'engourdissement m'a envahi. Mais la douleur dans ma tête, elle, ne disparaissait pas. Elle était plus profonde, plus troublante. Ce n'était pas seulement la douleur physique. C'était l'incertitude, la confusion, l'incapacité de comprendre comment j'étais arrivé ici. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ces camionnettes. Pendant des semaines, je me suis obsédé à leur sujet, cherchant des réponses qui ne sont jamais venues. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, je me rends compte que peut-être il ne s'agissait pas de comprendre le comment ou le pourquoi. Peut-être que c'était autre chose. Peut-être que Dieu a permis que tout cela se produise pour me protéger de quelque chose de bien pire. Peut-être que ces camionnettes étaient une manifestation du danger, du mal qui rôdait, et Dieu est intervenu pour l'arrêter, pour m'en éloigner. Je ne suis pas une personne religieuse. Du moins, je ne l'étais pas. Mais cette expérience m'a fait remettre en question tout ce que je croyais. Après l'accident, après avoir été cliniquement mort pendant 20 minutes, je ne peux m'empêcher de sentir que quelque chose de plus grand, quelque chose de divin, est intervenu cette nuit-là. J'ai commencé à me souvenir de petits détails que j'avais ignorés sur le moment. Juste avant que tout ne devienne sombre, lorsque ma camionnette volait hors de contrôle, j'avais ressenti une étrange paix, un calme que je ne pouvais expliquer. Ce n'était pas la panique de quelqu'un qui se résigne à son destin, c'était plus profond, plus réconfortant, comme si une présence invisible m'enveloppait, me protégeant du pire. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital et que les médecins m'ont dit que j'avais été mort, j'ai ressenti une profonde gratitude, mais à ce moment-là, je ne savais pas à qui la dédier. Maintenant, je le sais, c'était Dieu qui m'avait ramené. Il n'y a pas d'autre explication. La science ne peut pas expliquer ce qui s'est passé pendant ces minutes, personne ne le peut. Mais moi, je le sais. Dieu m'a donné une seconde chance. Pendant ma convalescence, je me suis surpris à prier plus que je ne l'avais jamais fait dans ma vie. Ce n'étaient pas des prières compliquées, juste des pensées, des suppliques, des remerciements. Je remerciais chaque jour d'être vivant, de pouvoir marcher, de pouvoir respirer. Je remerciais pour cette seconde chance qui m'avait été donnée. Et même si je ne comprendrai jamais pourquoi Dieu m'a choisi pour me sauver, je sais qu'il y a un but derrière tout cela. Je pense beaucoup à ces camionnettes. Pendant des semaines, je me suis demandé ce qu'elles représentaient. Qui étaient ces gens? Pourquoi me suivaient-ils? Mais maintenant, après avoir eu du temps pour réfléchir, je me rends compte qu'elles étaient peut-être autre chose. Peut-être qu'elles n'étaient pas des camionnettes réelles, pas des personnes ordinaires. Peut-être qu'elles représentaient quelque chose de plus sombre, de plus profond. Une manifestation du mal, une épreuve que j'ai dû traverser pour comprendre quelque chose de plus grand. Il y a des questions qui restent sans réponse. La police n'a trouvé aucune trace des camionnettes, ni de personnes me poursuivant. Ils ont dit que j'étais seul sur cette route, que l'accident était simplement dû aux conditions de la route et à la tempête. Mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Ces camionnettes étaient là, et elles me suivaient. Pourtant, je crois que, d'une manière ou d'une autre, Dieu m'a sauvé d'un danger encore plus grand. Ce qui m'est arrivé cette nuit-là a changé ma façon de voir le monde. Je ne regarde plus les choses de la même manière. La vie a pris une nouvelle signification pour moi. Je me rends compte maintenant que chaque moment est un don, chaque respiration est précieuse. Je prends le temps d'apprécier les petites choses, de remercier Dieu pour chaque jour supplémentaire qu'il me donne. Depuis l'accident, je suis retourné sur cette route une fois,
Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que je cherchais des réponses, peut-être que je voulais affronter mes peurs. La route était calme, pas de camionnette, pas de tempête. Rien ne semblait différent. Mais moi, j'étais différent. J'ai regardé autour de moi, essayant de retrouver des traces de ce qui s'était passé. Mais il n'y avait rien, juste une route déserte, comme si rien ne s'était jamais produit. Je me suis arrêté un instant et j'ai prié. J'ai prié pour remercier Dieu de m'avoir protégé, de m'avoir permis de survivre à cette nuit. Je n'aurai jamais toutes les réponses. Peut-être que je n'en ai pas besoin. Ce qui compte, c'est que je suis encore là, vivant, et que Dieu a veillé sur moi. J'ai appris que la foi ne repose pas toujours sur des explications ou des preuves tangibles. Parfois, il s'agit simplement de croire, de faire confiance en quelque chose de plus grand que soi. Et je crois que Dieu était avec moi cette nuit-là. Il m'a protégé, m'a donné une seconde chance et m'a montré que la vie est fragile, mais précieuse. Depuis, je vis ma vie différemment. Je prends le temps d'aimer plus, de m'inquiéter moins, de vivre pleinement chaque instant. Je sais que je suis ici pour une raison, même si je ne connais pas encore le chemin exact que je dois suivre. Peut-être qu'un jour, tout cela fera sens. Peut-être que je rencontrerai d'autres personnes qui ont vécu quelque chose de similaire. Mais pour l'instant, je me concentre sur le présent, sur la gratitude. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Ces camionnettes, cette route déserte, la peur qui m'a envahi. Ce sont des souvenirs gravés en moi, mais ils ne me hantent plus. Maintenant, ils sont une partie de moi, une partie de mon histoire, et une preuve que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir, toujours une lumière. Et pour moi, cette lumière, c'est Dieu. Chaque fois que je repense à cette nuit, je me rappelle à quel point la vie est imprévisible, à quel point tout peut changer en un instant. Mais je sais aussi que peu importe ce qui arrive, je ne serai jamais seul. Dieu est avec moi et cela me donne la force d'avancer, de continuer à vivre avec foi et confiance. Peu importe les épreuves que je rencontrerai, je sais que j'ai une force intérieure plus grande que tout ce que je pouvais imaginer. Et cette force, elle vient de Dieu.